Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre. Ce carnet de guerre va traiter du fluff de End of Time. Je vais faire une critique, je vais donner mes impressions, ce que j'en ai pensé, etc. Je dis déjà que je vais pas être tendre, ça va pas être forcément très sympa. Je risque de choquer certaines personnes, peut-être par la violence de mes propos, voire parfois si je m'emporte ma vulgarité. Je vous prie d'ores et déjà de m'excuser si c'est le cas. Je vais commencer d'abord par un petit récapitulatif quand même des 5 livres qui sont sortis au niveau du fluff, histoire qu'on s'en mette un petit peu dans le contexte, au cas où vous auriez zappé aussi un ou carrément tous les bouquins. Donc, livre 1, Nagash. Dans ce bouquin, on voit les péripéties de Manfred et d'Arkham qui essayent tant bien que mal, et qui finissent par réussir à ressusciter le grand nécromancien. Ça, c'est la première partie du bouquin. Il y a également quelques morts en passant. Dans la deuxième partie du livre, on voit Nagash qui descend au sud pour aller poutrer les rois des tombes, dirigés par Cetra. Nagash finit par dépoter Cetra propre en ordre et récupère sa pyramide noire. Il retourne après au nord pour protéger la Sylvanie de l'attaque de démons. Parallèlement à ça, on apprend que Balthazar Gelt a réussi à créer des protections pour éviter que les morts-vivants ne débarquent de Sylvanie, mais c'est pas top. Mais également qu'il a réussi à créer la barrière dorée qui protège en fait l'empire des invasions du chaos. Seulement comme Balthazar Gelt se fait corrompre par Vlad von Kerstein, les prêtres de Sigmar décident de ne plus aider au Bastion Doré, donc cette barrière, et la barrière s'écroule et le chaos déborde. Ce qui nous amène au livre 2, Glotkin, où Archaon a envoyé les troupes de Nurgle foutre une branlée à l'Empire. Il se passe pas grand chose à part l'avancée des 3 armées de Nurgle qui sont menées par des personnages par des seigneurs du chaos, notamment la plus grosse qui est par les frères Glotkin. Très honnêtement, c'est juste une avancée d'armée, il y a des morts, il y a des batailles, ça pète dans tous les sens. Arrivé à la fin du livre, l'empereur qui avait disparu dans le livre d'avant revient, il se fait péter la tronche, mais au moment où il meurt, il se réincarne en Karl Franz Ascendant, Super Warrior version Dragon Ball, et il finit par sauver ce qui reste de l'Empire. Ce livre n'apporte pas énormément de choses supplémentaires, si ce n'est qu'on sent qu'Archaon a déjà envoyé une force qui a ravagé les 3 quarts de l'Empire, il ne reste plus grand chose. Livre 3, Kane. Dans ce livre, on revient en arrière et on apprend ce qui se passe au niveau des elfes. Donc Teclis, qui a orchestré un certain nombre de trahisons pour des raisons un peu obscures, on en apprend un tout petit peu plus. Malekith décide de revenir une bonne fois pour toutes en Ultian parce qu'il voit que les démons ravagent Nagaroth et donc du coup c'est un peu la galère. Donc il tente le tout pour le tout, mais il a réussi à convaincre Imric que son acte était bon et qu'il fallait l'aider. Donc il y a des trahisons parmi les elfes. Note importante, au moment où Tyrion, défenseur d'Ultian, se rend compte que Malekith est dans le coin et va saisir la lame de Kane, il le fait à sa place, il vire en chaotique mauvais Darkseid tout le Bataclan, il pète une durite, Morathi se débrouille pour être avec Tyrion, tandis que Malekith finit quand même par avoir un certain pouvoir sur les elfes d'Ultian. Pendant ce temps-là, Alarielle s'était retrouvé dans le Chêne des Âges avec Ariel pour d'obscures raisons et d'obscurs pactes passés avec des esprits des bois, etc. Elle en ressort transfigurée avec le pouvoir supplémentaire d'Ariel, parce que Ariel canne. Tyrion va essayer de choper à l'Ariel, mais Orion s'interpose, ils finissent tous par canner, bref. Et il y a une grosse baston sur l'île des morts, là où il y a le vortex, où Teclis défait le vortex. Il y avait déjà un vent de magie de moins, parce que Nagash, au moment de sa résurrection, a essayé d'absorber le vent de mort, mais il n'y est pas arrivé tout à fait.
Donc Teclis essaie de défaire le vortex pour sortir les vents de magie et les faire s'incarner en fait dans des êtres vivants, dans des mortels, pour combattre les dieux du chaos. Lors de cette bataille, Tyrion finit par passer l'arme à gauche, tué par Alitanar, qui est du côté de Malekith, mais qui est prêt à lui ficher une flèche dans le cœur s'il fait le con. À la fin, Malekith devient l'incarnation de l'ombre, Alarielle devient l'incarnation de la vie, les autres vents de magie foutent un peu le camp, Teclis récupère le vent de la lumière dans son bâton, l'île est complètement ravagée, le vortex est dissous, et il se trouve que tous les elfes finissent unis dans une belle et grande famille à Athel-Lorraine, où il y a un certain nombre de révélations qui sont faites, notamment sur l'Iliade, etc. Mais ils finissent donc Alarielle et Malekith par devenir le roi de l'éternité et la reine éternelle, qui vont mener un peuple d'elfes unis, donc les trois sous-races d'elfes, on va dire, sont unis dans cette même race purement elfique. Livre 4, Tankol, ben justement on revient aussi en arrière. Pendant ce temps-là, les Skaven ne sont pas restés complètement inactifs, c'est-à-dire qu'ils ont ravagé la Lustrie, ils ont manigancé des petits plans à droite à gauche, il y a eu pas mal de révolutions au niveau du Conseil des 13, parce que les prophètes gris sont tombés en disgrâce, et puis ensuite ils essaient de revenir, ils repartent, enfin, ça part dans tous les sens. Ça a été un livre relativement difficile à lire, je trouve, parce que il n'y a pas vraiment de fil conducteur, on passe de petit passage en petit passage. Donc la Lustrie est dévastée, les hommes lézards partent dans leurs vaisseaux spatiaux qui sont des pyramides. Voilà, je ferai bien une minute de silence, mais une minute c'est long, donc je vais faire mon petit sifflement, voilà. Ensuite, on apprend également que la race des nains est détestée par Game Workshop parce qu'ils se font purement et simplement violer par les Skaven. Que ça soit clair, les nains ne font rien, ils se font défoncer à tout bout de champ, ils perdent presque toute leur forteresse qui leur restait, on laisse tomber, quoi, les Skaven les rasent et les aplatissent. Je reviendrai sur ce point-là plus tard, je vais pas m'appesantir là-dessus. Et on apprend également que il y a un conseil des 13 chez les Skaven, mais il y a également une espèce de conseil des 13 chez les Verminlords, qui sont les Verminarques, nouvelle version, qui sont directement sous les ordres du Racornu, et que le chef, enfin le plus puissant des Verminlords, essaie de faire en sorte que les prophètes gris reviennent dans la course. Tankol est aidé justement par ce Verminlord extrêmement puissant. Et ils finissent en fait... le livre se termine sur la mort du haut roi des nains, Thorgrim, assassiné par... comment il s'appelle l'assassin Skaven? Je ne sais plus le nom de l'assassin Skaven, mais assassiné comme une fiente, parce que c'est vraiment le cas de lire, par l'assassin Skaven. Et le Verminlord lui dit: oui, Tankol, voilà, on t'amènera la tête du haut roi des nains, tu récupéreras la place au Conseil des 13 qui était restée vacante. Ok, le bouquin se finit là-dessus, tant mieux. On passe au bouquin numéro 5, Archaon. Donc, pendant toutes ces péripéties, Archaon a quand même décidé de se bouger un peu le fion, hein, que ça soit clair. Il a débarqué sur les terres de l'Empire. Dans le livre 4, les Skaven s'allient à Archaon, il lui voue allégeance. Archaon en profite pour raser Middenheim, tuer Valton, bref, pour vraiment mettre une grosse branlée à l'Empire. Dans le livre 5, Archaon décide de finir ce qu'il a commencé, c'est-à-dire qu'il continue à raser tout ce qu'il peut. Cette fois-ci, dans le livre 5, Archaon est très copain-copain avec Khorne, chose qu'on aurait peut-être pu trouver surprenant, je veux dire, enfin, oui et non. Et donc, en fait, il y a une chasse qui est lancée sur les incarnations. Il y a Archaon qui pète la tronche à l'empereur parce qu'il est privé de pouvoir à un moment ou à un autre, pour X raisons, mais ils arrivent à fuir grâce au retour de Balthazar Gelt qui cherche la rédemption. Les quelques nains qui restent finissent soit par suivre Balthazar, soit par se sacrifier pour sauver l'empereur. Au final, suite à une situation totalement désespérée,
Teclis finit par téléporter tout le monde à Mindenheim parce qu'il y a un archi-artefact de la mort qui tue que, évidemment, tout le monde avait oublié parce que ce serait pas marrant. Et que tout le monde se retrouve à Mindenheim, c'est la grosse baston, les incarnations finissent par se retrouver face à Archaon et des démons majeurs, c'est la grosse poutrance. Archaon gagne des combats, mais il perd quand même. Le rituel pour essayer de faire en sorte que l'artefact explose et détruise le monde fonctionne à moitié. Bref, et la toute fin, c'est grosso modo Manfred von Karstein qui, suite à la trahison de Nagash qu'il a vendu pour essayer d'être copain-copain avec Alarielle et Tyrion, parce que Tyrion ressuscite évidemment, faut pas déconner, trahit, disons, les vivants, même si c'est un mort-vivant, et tue Balthazar Gelt au moment où ils essayaient de refermer, de détruire cet artefact sans causer la perte du monde. Donc ça explose, donc le monde est détruit, donc c'est la fin de toute chose. Voilà, ça c'est un résumé relativement rapide de ce qu'il y a dans les bouquins. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense concrètement? Alors, avant que je vous donne mon avis, il faut bien comprendre une chose. Ça fait plus de 20 ans que je suis le fluff de Game Workshop. Ça fait plus de 20 ans que je me tartine des manques de communication, que j'ai l'impression de me faire violer avec du gravier à sec par certaines réactions de Game Workshop, que je trouve qu'il y a eu et qu'il y a encore une très mauvaise gestion au niveau de la communication entre les communautés et la boîte, parce que la boîte vit parce qu'il y a des communautés. Je veux dire, s'il n'y a plus personne qui achète de figurines, il n'y a plus la boîte ferme. Et ça fait également, si je ne me trompe pas, la boîte a été créée en 1975. Donc, ça fait gentiment 40 ans que Warhammer Battle existe. Le monde a évolué, le monde a changé, des personnages sont apparus. Je parle pas au niveau règles, je parle vraiment de l'évolution du fluff. Des races sont apparues, il y a les morts-vivants qui ont été scindés en deux, etc. Il y a plein de choses qui se sont passées, qu'on a été d'accord ou pas. Et là, grosso modo, à la fin du livre 5, il n'y a plus rien, tout est détruit. Donc mon bilan sur End of Time, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Pourquoi est-ce que je donne ça? Alors, il y a le côté lecteur de fantasy basique, qui n'est pas forcément attaché à Warhammer ou à quoi que ce soit, j'ai pris du plaisir à lire. C'est une histoire qui m'a plu. C'est une histoire où il se passait des trucs, il y avait des morts, c'était bien. C'est une histoire qui est tout sauf surprenante, à part certaines choses, notamment le fait qu'ils ont décidé de faire de Tyrion dans le livre de Kane un avatar du mal et pas juste le paladin loyal bon, où il y a eu des paris audacieux dans cette histoire, mais il n'y en a pas eu beaucoup. C'est une histoire, très honnêtement, que je pense un enfant de 8 ans aurait pu écrire. C'est une histoire vraiment basique, c'est une histoire vraiment... ouais, il y a un grand méchant, les gentils essaient de l'aider, je veux dire, on en ferait un film, voilà, on en ferait une série télé, ça ferait pas une saison tellement c'est bateau et qu'il y a rien de plus. Donc c'est de la fantasy, c'est pas désagréable, mais ça casse pas des briques. Maintenant, en tant que fan de Warhammer, il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant 40 ans, le fluff a évolué dans un monde, et là, vous avez détruit ce monde. C'est-à-dire qu'il n'en reste rien du tout. Même si la dernière phrase de votre 5e bouquin, alors j'ai aucune chance que les créateurs, enfin que les scénaristes de ce genre de choses, je pense, écoutent ma vidéo, voilà. Je sais pas ce que vous avez foutu, mais vous avez fait les cons. Même si la dernière phrase du 5e bouquin dit texto, c'était effectivement la fin de toute chose, mais également le commencement, les mecs, vous êtes des débiles. À mon sens, ce que vous avez fait là requiert de la stupidité mercantile, je dirais presque. Pourquoi ça? Parce que il y a 10 ans, un peu plus maintenant, vous avez fait Tempête du Chaos.
Donc quand je dis vous, c'est Game Workshop. Hein. De façon générale, je sais pas, j'ai pas les noms des gens, je vais pas les crucifier non plus. Je veux dire, voilà, moi, je donne mon avis de fan blessé et extrêmement déçu. Il y a plus de 10 ans, vous avez fait Tempête du Chaos qui, après avoir réalisé que c'était de la grosse merde et que vous aviez complètement raté un certain nombre de choses, surtout la finition de Tempête du Chaos, vous avez dit non, non, ça n'existe pas, on va refaire quelque chose, non, non, ça n'existe pas. Pendant 10 ans, vous avez laissé le BG intact, c'est-à-dire que vous n'avez pas touché à l'histoire. Pendant 10 ans, les fans, on était toujours plantés en attente de nouvelles. Concrètement, si vous laissez un plat de riz, de spaghetti, ou enfin toute forme de bouffe, à part la bouffe du McDo pendant 10 ans sur une table, je pense qu'au bout de 6 mois, déjà, elle va commencer à avoir une vie propre. C'est ce qui est arrivé avec le BG. C'est le monde de Warhammer a commencé à avoir sa vie propre. Il a commencé à voir un certain nombre de fans imaginer un certain nombre de choses. Il y a eu des jeux de rôle, il y a eu une avancée dans certains domaines au travers d'autres vaisseaux que le jeu de figurines en soi. Pendant 10 ans, ce monde s'est développé. Vous avez fait des nouveaux bouquins, il y a eu des nouveaux personnages, il y a eu des petites anecdotes, il y a eu des petites histoires, des petites choses. Et puis à un moment donné, vous avez dit, bon sang, notre monde, il nous échappe complètement. Il faut absolument qu'on reprenne le dessus parce que niveau vente, ben c'est la cata. Et donc vous avez créé End of Time. Seulement, le monde était tellement vivant par lui-même que vous avez été obligé de faire quelque chose que je considérais comme un gamin de 3 ans. C'est mon monde à moi, je fais ce que je veux, et si je veux, je le détruis. Et vous avez détruit un monde qui a végété pendant 10 ans et a eu une vie propre, mais qui a évolué pendant 40. Tout ce qui a été fait pendant 40 ans a été balayé, au niveau fluff, hein, toujours au niveau fluff, a été balayé parce que vous saviez pas quoi en faire. Parce que vous étiez incapable, et vraiment incapable de faire quelque chose de potable avec ce qui s'est passé. À la fin de cette revue, enfin pas tout à fait à la fin, un petit peu avant, je vais vous faire une fin alternative. Alors, il y en a qui trouveront ça bien, il y en a qui trouveront ça pépin. Voilà. Moi, il y aura une fin alternative que je vais vous proposer. Après, vous me direz si vous l'avez aimé ou pas, ou vous n'en direz rien, c'est votre choix. Mais, concrètement, vous venez de violer 40 ans d'histoire. Vous avez nié carrément 40 ans de fluff, 40 ans de choses que des fans suivaient. Pour moi, c'est un crime. Enfin, honnêtement, c'est un crime. Tout ça parce que j'ai l'impression que vous étiez totalement incompétent à en faire quelque chose de nouveau, à faire une renaissance dans ce qu'il y avait. Je suis extrêmement fâché, je suis blessé, en tant que fan, je suis dégoûté. Vraiment, je suis écœuré d'avoir eu à vivre cette chose-là. J'aurais préféré que ça n'existe pas et qu'on en reste encore à 10 ans de stagnation au niveau du BG. C'est clair et c'est net. Voilà, donc ça c'est pour la vie globale. Ensuite, il y a un certain nombre de choses que je trouve inacceptables dans le cadre d'une boîte comme Game Workshop. Je sais pas, est-ce que vous avez payé des scénaristes pour faire votre truc là? Parce que ça vaut pas tripette. Alors déjà, le livre 1 est à mon avis le meilleur. Nagash, il lance l'idée, il lance le truc, c'est les prémices, on sent qu'il va se passer quelque chose, c'est excitant, il y a un tas de choses qui sont bien. Au début de Nagash, toutes les races sont présentées, il y a du blabla, ça donne une page ou deux au niveau de ce qui va se passer dans le blabla. Seulement, au fil des livres, on découvre en fait que soit vous avez, enfin, je dis vous, et c'est très agressif quoi, soit il y a eu une incapacité totale à faire quelque chose des personnages dits secondaires ou pas, soit il y a vraiment une volonté de se foutre de la gueule du monde. Déjà, premièrement, il y a un grand oublié dans tout End of Time, c'est l'armée des ogres. Les royaumes ogres n'apparaissent jamais. On entend parler comment il s'appelle, Gorbad, je sais plus, l'ogre mercenaire dans le livre avec les Skaven, parce qu'il trahit les nains, mais c'est 3 lignes. Dans le livre 5, il y a un court passage qui dit que Grimgor a récupéré des ogres après avoir foutu joyeusement sur la tronche à l'archi-tyran. Mais ça s'arrête là, il n'y a rien du tout pour les royaumes ogres. Et rien de rien de rien. C'est le néant absolu. Cette armée n'aurait pas existé, que ça n'aurait rien changé du tout. Ensuite, 2 armées qui... Enfin, les orques et gobelins n'ont pas grand-chose non plus. Dans le livre 4, Skarsnik arrive à avoir une espèce de...
comment dire ça, de partenariat temporaire avec les Scaven des Whip. Il dit, ok, je vous fous la paix si vous me filez la tête du roi. Il obtient la tête du roi, et après quoi? Il se passe quoi? Il y a rien. Skarsnik se barre, il va prendre des vacances bien méritées sur une île au soleil. Je veux dire, il y a rien du tout après avec Skarsnik. On apprend dans le livre 5 que Grimgor est l'incarnation de la bête, mais il sort de nulle part. Le sort que Teclis a lancé pour téléporter toutes les incarnations, en tout cas proche de lui, à Middenheim, a fait en sorte que même l'incarnation de Grimgor, parce que c'est le destin, se pointe. Mais je veux dire, il y a rien. Je veux dire, il y a rien au niveau il y a rien qui est amené. Le livre 5, pour moi, ressemble à une espèce de gros Deus Ex Machina où, allez, on récupère tout le monde, on fait une grosse baston, ça fera plaisir aux gens. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des crétins, quoi. Je veux dire, ils aiment aussi peut-être avoir un certain nombre de choses. Alors bon, bah voilà, ça c'est pour Grimgor, etc. Si je reprends au niveau du livre 1, à la fin du livre 1, les dieux du chaos ressuscitent Cetra, en lui disant, le combat ne s'arrête que si tu le décides. Après Cetra, dans les 4 autres bouquins, on n'en entend plus parler. Il a fait quoi, Cetra ressuscité? Il s'est assis, il a pleuré. Son royaume de Khemri était complètement dévasté. Il lui reste rien. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'il s'est assis et qu'il a fait un château de sable, quoi. Enfin, c'était quoi la fin de ce livre 1, quoi? On s'attendait vraiment à ce que Cetra prenne un peu les choses en main, au moins réapparaisse quelque part en disant non, Nagash, je vais te péter les dents, t'es un fumier. Mais il y a rien du tout. C'est un cliffhanger de merde, quoi. Enfin, un coitus interruptus, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Dans le livre 2, au niveau des Glotkin, ils se pointent, ils se font péter les dents, ils repartent. Voilà. Après, on sait que l'empereur va essayer comment dire ça, d'aménager des défenses pour l'Empire, qui ne sert à rien parce qu'ils vont se faire défoncer, entre autres par les Skaven. Dans le livre 3, il y a des grosses révélations avec Aralot notamment, personnage qui a été créé juste pour le livre des Wood Elves qui est sorti récemment. Mais à la fin, Liliath lui dit oui, voilà, notre fille est dans un petit havre de paix que je mets de côté pour éviter que les dieux du chaos la trouvent. Garde-la, protège-la. Il y a des esprits de chevaliers bretoniens avec. Bon, jusque-là, je veux bien. Mais après, on n'en entend plus parler du tout. Je veux dire, Aralot, il s'est touché, il s'est pougneté jusqu'au livre 5, où, à un moment donné, sortant de nulle part, Liliath dit « Ah non, je n'ai plus contact avec le Havre. Ah non, tout est foutu, c'est fini. » Mais ça descend d'où, ça? Ça vient d'où? Pourquoi le lien est rompu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de choses? Les dieux du chaos ont appris l'existence du truc, ils se sont fait ravager, ils ont fait un prout, enfin j'en sais rien, mais ah non, le Havre est foutu, merci, au revoir. Ouais, ok, bon. Et puis après, elle se fait tuer parce qu'il fallait du pouvoir à Teclis pour faire un sort de téléportation. Bon, ok. Cette version, on se débarrasse de certains persos qui nous enquiquinent parce qu'on a merdé niveau scénario. Voilà. De même, livre 4, à la fin, Tankol récupère un statut important parce qu'il a le Verminlord qui est derrière lui. Il obtient normalement, d'après ce que le Verminlord lui dit, la tête du haut roi nain, ce qui lui donne accès à une place au Conseil des 13. Mais Tankol, après, je veux dire, il se touche. Enfin, on l'a pas revu. Il fait quoi? On n'en sait rien du tout. Tankol n'existe plus après ça. Et il y a plein de personnages comme ça qui ont des histoires, qui ont quelque chose, et qui sont purement et simplement oubliés. Alors oui, vous me direz, il y a tellement de personnages qu'on peut pas tous faire une énorme biographie. Mais je veux dire, Tankol, c'est pas n'importe qui. Cetra, c'est pas n'importe qui. Surtout que les dieux du chaos le ressuscitent, donc au moins avoir un petit... Enfin, je sais pas, c'est quoi cet oubli volontaire de certains personnages, et puis du coup, les gens qui jouent par exemple Roi des Tombes et qui aimaient bien le personnage de Cetra, voilà, tu laisses tomber, quoi. Je comprends pas. Et je trouve que c'est extrêmement malhonnête, d'une certaine façon, de faire juste un gros suspense à la fin du 1 et de plus remettre Cetra. Il y a un problème au niveau scénaristique, là, à ce moment-là. Même moi, j'écris pas des histoires qui sont aussi moisies, pourtant... Je ne me dis pas que je suis un grand scénariste, mais j'essaye au moins de clore certaines choses. De même qu'il y a l'histoire de Vlad von Karnstein et d'Isabella dans le livre 5,
Vlad et Isabella, enfin Vlad se suicide en emportant Isabella avec, mais il lui passe l'anneau de von Karstein, et à un moment donné, Balthazar Gelt passe devant le corps esselé de Vlad. Ok, elle est où Isabella, elle fait quoi, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, au final, je pense que les gens qui ont écrit ça se sont dit, bon, on en a rien à foutre, on fait tout péter à la fin, donc les personnages, ils meurent, quoi, point. Ils étaient peut-être en vacances aux Caraïbes, on s'en fout, ils sont morts, ils étaient peut-être par-ci, par-là, ils sont canés, c'est pas un problème. Ok, Bretonnie, parlons-en un petit peu, qui eux aussi n'ont rien, en fait. C'est aussi des grands oubliés de la campagne. Il est dit qu'il reste juste des Chevaliers du Graal et Gilles le Breton qui essayent de remettre un peu d'ordre en Bretonnie. Mais je veux dire, après le livre 1 où on apprend ça, et le livre 2 où les Bretoniens, enfin, où Louan, Cœur de Lion, qui était censé être mort, alors merci, ressusciter les personnages, je crois que si vous avez suivi les revues, vous savez que ça me gonfle, mais quelque chose de propre en ordre. Finalement, Gilles, on sait pas ce qu'il est devenu, quoi. Dans le livre 4, il y a des Bretoniens qui quittent Athel-Lorraine suite à la révélation que l'Iliade est la Dame du Lac, enfin bref, des petits machins comme ça. Mais on sait pas ce qui se passe, on sait pas où ça va, on sait pas dans quel sens ça part. Gilles le Breton, c'est quand même pas, c'est quand même pas Coco Lastico, quoi. Je veux dire, c'est un personnage important dans la mythologie Warhammer. Et voilà, bah, au bout d'un moment, Gilles le Breton, il en a eu marre, il s'est tiré, et puis mais il est sans doute avec Skarsnik en train de se faire dorer la pilule sur une île au sud, dans le doute. Peut-être avec Cetra aussi. Je veux dire, ils ont tous fait un méga cocktail, et puis tous ceux qui étaient plus indispensables à la trame, bah, ils sont allés sur une île peinard se toucher la nouille avant que justement la fin du monde arrive. Parce que ce serait dommage. De même, un truc vraiment que je trouve pénible, c'est l'apparition des personnages juste pour qu'ils se fassent buter. Comme j'ai lu le livre 5 récemment, ben, j'ai plus ça en tête. Donc il y a Sigvald qui se pointe, il dit qu'il a pas envie d'être là, mais qu'il est là quand même. Isfrit Krell, mais finalement il a fait un coup de pute à Trog, donc Trog lui envoie un caillou sur la tronche et sa cervelle se répand sur le sol. Fin de l'histoire. C'est quoi cette manie d'essayer de mettre un maximum de personnages qui sont dans les livres d'armée pour juste qu'il y ait leur nom une fois et qu'ils se fassent buter et que on lui foute la paix. Enfin, qu'ils existent plus, ça sert à rien. Je veux dire, Skarsnik, il est pas mort, mais il a 2 lignes dans le livre d'Escaven. Il y a plein d'Escaven qui sont butés. Tankol, je veux dire, aussi, c'est assez misérable. Il fait 3 trucs et demi, et puis ensuite, on n'en entend plus parler. Il y a un problème. C'est ce que je dis justement dans le fait que le monde, le BG, a pris sa vie propre, c'est-à-dire que pour des raisons financières et des raisons de vente, on a rajouté des personnages spéciaux, on a rajouté des personnages machin, on a grossi le truc, et puis au bout d'un moment, tout ça a pris vie et vous saviez pas quoi en faire après. Vous n'avez pas réussi à utiliser les ressources pour faire quelque chose d'autre, à part décider de tout raser. Alors si vous voulez lancer un nouveau jeu, oui, mais vous, dans ce cas-là, vous rasez pas un truc où les gens peuvent encore... Alors oui, on peut toujours jouer. End of Time, c'est pas une fatalité. Mais le BG a avancé de cette façon-là. Et même si on fait des fanfictions, on n'a pas la possibilité de changer ce BG-là officiellement. Ça, c'est le BG officiel du jeu. Et c'est un BG, je l'ai dit, c'est de la merde. Selon moi, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans que je peux te donner au niveau de la critique? C'est plus au niveau de la forme. Certains passages des livres sont très bien écrits, d'autres sont plus difficiles à lire. Je dirais que le livre Skaven, parce qu'il n'y a pas une trame terrible, où il n'y a pas de fil rouge réel, c'est très, très lourd à lire. Ça n'a pas été celui que j'ai lu d'une traite, contrairement aux autres où j'ai pris... Bah déjà, les autres sont plus fins, à part Nagash, qui est très épais, et le 5e bouquin qui finit le tout. C'est un livre qui est, moi j'ai trouvé relativement difficile, relativement long, et pas ce qu'il y a de plus intéressant. J'en profite pour parler des nains. Je sais pas, à Game Workshop, les nains ils les aiment pas. C'est pas quelque chose qui les inspire particulièrement, je sais rien. Moi pour l'instant j'avais l'impression que les nains c'était une armée qui plaisait à beaucoup. Non, les nains ils ont décidé de les violer de A à Z. Les nains ne font rien, ils subissent, ils morphent, ils meurent, et ils servent à rien. Je veux dire, très honnêtement, à part se faire canner,
souvent de façon, je- je- ouais, souvent de façon misérable en fait. Comment il s'appelle? Bellegar se fait tuer en défi au Whip, ok. Il y a l'histoire rapide d'un tueur qui se fait poinçonner par un assassin, ok. Euh, Ensuite, ils envoient des horreurs à, c'est quoi, Caracadrine, la cité des tueurs, des abominations, pas des horreurs, pardon. Des abominations piégées, ils tuent tous les nains, et le haut roi nain se fait finalement tuer par un assassin Skaven. Il y a rien. Ce que j'ai trouvé bien, à la limite, et encore, voilà, c'est que dans le livre 5, les nains retrouvent un petit peu de leur prestance. Ils se battent, ils essayent, ils arrivent quand même à faire des trucs, ils protègent le contingent de nains qui est avec Balthazar Gelt arrive à faire quelque chose parce que Balthazar les booste. Enfin, non, mais c'est vraiment. C'est écœurant, c'est écœurant. Pour les joueurs nains, pour ceux qui aiment le fluff, pour ceux qui se disent, ouais, c'est une race qui s'éteint gentiment, un peu comme les elfes et tout, mais je veux dire, voilà, c'est dégueulasse, vraiment. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment écœurant à ce niveau-là. J'ai une armée de nains, avec le BG qu'il y a là, bah je vais regarder mes pauvres petits nains et puis je vais pleurer quoi. Je vais leur dire bah voilà, écoutez les gars, vous servez à rien, vous êtes moches, vous êtes petits et des nabos et puis merci d'avoir joué, au revoir quoi. Je veux dire, ça donne même plus envie à ce niveau-là. Encore quelque chose au niveau plus de la forme, c'est quand les batailles sont racontées, il y a une description de quelques unités et sur le côté il y a les unités qui participent aux batailles. Alors, j'ai pas un vocabulaire militaire particulièrement développé, mais ça veut dire quoi une fratrie de chevaliers griffons? Il y en a combien? Il y en a 2, 10, 20, 100. Un bosquet de dryades. C'est combien un bosquet de dryades? Juste pour avoir après dans la description l'image vraiment. Je veux dire, si on sait qu'il y a 10 000 mecs qui se battent contre 10 000 mecs, on arrive à voir un peu ce que ça va. Mais si on dit il y a un bosquet de dryades qui se battent contre une fratrie de guerriers du chaos, ça me laisse tout de suite un tout petit peu plus perplexe. Mais peut-être peut-être que fratrie, en langage militaire, c'est extrêmement précis. Voilà, il y en a 23 et demi. Et un bosquet de dryade, j'imagine qu'en langage militaire, on ne va pas trouver ça souvent. Enfin, en tout cas, je pense. Hein, je sais pas, détrompez-moi si je me trompe. Mais il y a ce petit côté-là où on se rend pas tout à fait compte. Peut-être que c'est une volonté aussi des auteurs de combien est-ce qu'il y avait de gens. J'ai l'impression dans le livre 5, plus qu'ailleurs, au moment où Teclis arrive à téléporter les incarnations, que les mecs, ils meurent à l'appel parce qu'ils tombent au milieu des guerriers du chaos, ils meurent au milieu de tout un tas de trucs. Mais ils sont quand même environ 150 000, je veux dire, les pertes sont incommensurables, il reste presque plus personne. Ils font des derniers carrés à tout bout de champ, je veux dire. Au final, à partir du moment où il reste 2 mecs, c'est plus un dernier carré, quoi, c'est un dos à dos. Je comprends pas. Il y a une notion de grandeur et quel est le terme que j'avais utilisé? Il y a une notion de démesure qui n'est pas harmonieuse dans ce qui est raconté. Alors je sais pas s'il y a eu qu'un seul auteur sur toute la lignée, mais j'imagine que non. Mais du coup, peut-être que c'est ça qui a fait que ça ne correspondait pas tout à fait entre les différents récits, entre les différentes choses. La démesure n'est pas équilibrée. Alors on peut faire des trucs totalement démesurés où on s'imagine des centaines de milliers de soldats se battre contre des centaines de milliers de soldats, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit équilibré au niveau de la démesure. Tandis que là, j'ai justement l'impression qu'il y a de la démesure, mais il n'y a pas de limite, c'est pas clair. Peut-être même directement dans l'esprit des scénaristes ou des écrivains, des auteurs, c'est pas quelque chose qui a été très clairement clarifié. Voilà, ben imaginez qu'ils sont téléportés avec 1000 gars chacun, mais 1000 types quand on en moissonne 100 à la seconde, ben voilà, ça fait 10 secondes de baston. Même si c'est des guerriers qui sont excellents, il y a un trop qui est arrivé dans le livre 5 parce que c'était la fin, parce qu'il fallait faire un grand coup, parce qu'on avait envie de tuer tout le monde. Enfin, j'en sais rien, je comprends pas. De plus, quand on dit oui, alors c'est des races en voie d'extinction, alors les nains, c'est clair qu'ils ont vraiment été éteints sur le coup, mais les elfes, une race en voie d'extinction, j'ai plutôt l'impression qu'ils étaient 60 millions, quoi.
Pour moi, vu les pertes qu'ils ont encaissées à chaque fois qu'il y a une baston, même les batailles fratricides entre elfes et tout, j'ai vraiment l'impression que c'était du n'importe quoi. Donc voilà grosso modo au niveau de mon ressenti sur le fluff. Je trouve que, bah je l'ai dit, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est un viol de 40 ans d'histoire qui a évolué petit à petit, qui a fait son propre chemin, qui s'est développé, qui a vécu au travers des romans, au travers des jeux de rôle, au travers des choses. Finir comme ça, je trouve ça dégueulasse. Je suis très honnêtement écœuré. Maintenant, laissez-moi juste faire la petite fin alternative, si je peux me permettre. C'est une idée, hein, voilà. Donc, ils se retrouvent tous dans la grotte où il y a l'artefact. Archaon poutre la tronche à tout le monde. Ça, on va laisser, mais enfin à Grimgor, mais il se fait péter la tronche par Sigmar l'empereur. Enfin, l'empereur qui est Sigmar en fait en réalité. Ouh là là, le cliffhanger de ouf. Voilà, et ils se retrouvent tous devant cette espèce d'artefact. Deux vents de magie ne sont plus incarnés, le vent du feu et le vent de la bête, parce que Grimgor et Caradhrian sont morts. Teclis arrive à les, disons, canaliser plus ou moins, mais à ce moment-là, dans l'histoire qui a été écrite, Manfred se pointe, il décide de ne plus vivre sous le joug de Nagash qui l'a trahi, et il poinçonne Balthazar. Revenons un tout petit peu en arrière. Manfred se pointe. Mais il n'est pas tout seul, il n'a pas fait attention. Isabella, qui, grâce à l'anneau de von Kerstein, a ressuscité et s'est purgé du démon qui était en elle, se rend compte qu'il prépare un coup vraiment pendable et qu'il faut empêcher ce genre de choses. Manfred et Isabella se battent, finissent tous les deux par mourir, poinçonnés l'un par l'autre. À la limite, on s'en fout. Oui, ils finissent dans l'artefact, englobés par cette sphère de ténèbres pures. Bref. Teclis finit par arriver à contrôler les deux vents de magie qui se battaient, et les autres incarnations arrivent plus ou moins à contrôler l'artefact pour qu'il ne grossisse pas, qu'il se rétrécisse et qu'il explose. Archaon n'étant pas mort parce que bien entendu il s'est fait balancer dans la fosse, mais comme c'est un professionnel de l'escalade, ça c'est dans l'histoire vraie, il remonte. Et il décide joyeusement de en mettre plein la tronche à tous ceux qui sont sur le chemin. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Dans l'histoire écrite, l'empereur empoigne Archaon, ils se battent et ils sont inspirés par la sphère. Là, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais Archaon finit quand même par être vaincu, tué. La sphère finit par être contrôlée et maîtrisée, seulement le pouvoir nécessaire draine le vent de la mort et le vent de la lumière, et Nagash disparaît, avec aucune chance de retour, ainsi que Tyrion, qui lui était déjà mort et que ce n'est que justice. L'histoire se poursuit un peu normalement. Au final, l'artefact est détruit avec un sortilège que Teclis arrive à lancer, ça lui ôte les derniers filaments de son existence, parce que contrôler les vents de magie et faire le rituel pour détruire l'artefact le tue, l'épuise jusqu'à ce qu'il décède. La destruction de l'artefact fait une déflagration au niveau des royaumes du chaos, et les vents de magie sont temporairement taris, ainsi que l'influence du chaos. Les démons du chaos, n'ayant plus leur source de pouvoir, finissent par être bannis dans le Warp. Et tout le monde ressort de Middenheim. Perturbés, les guerriers du chaos s'enfuient, car leur chef est mort, ainsi que la perte de leur icône démoniaque. Tout reste à reconstruire. Vous avez actuellement Warhammer Renaissance devant vous. Au niveau des races, ce qui se passe, les orques et gobelins retournent dans leur montagne, quelques rares survivants nains décident, avec le soutien de l'empereur, de reconstruire un nouvel empire. Les elfes retournent à Tel-Lorraine. Au bout de quelques années, ils découvrent qu'un petit bastion bretonien a réussi à s'implanter de nouveau en Bretonie, pas basé sur la Dame du Lac, qui était une grosse joke à cette époque, enfin avant, mais basé sur quand même des principes de chevalerie et de courtoisie qui sont de mise. Les Scaven, lors de l'explosion dans le Warp,
ont également été coupés de leur lien avec le Racornu, et donc du coup les Verminlords sont bannis, hein, au moins un temps, jusqu'à ce que les guerres intestines des Skaven reprennent le dessus et empêchent de eux coloniser le reste du monde. Principalement basé en Lustrie, car c'est là que la plus grande partie des fragments de Morslib sont tombés, donc des gros fragments de Malpierre. Ils se déportent tous plus ou moins vers la Lustrie et en font un royaume. Nagaroth est laissé aux mains de pillards nordiques et autres. L'Empire recommence lentement et difficilement à reconquérir ses anciennes villes, à rebâtir quelque chose de solide. Les nains, certains des nains sont restés dans leur forteresse et se sont scellés dedans. Au bout de quelques centaines d'années, ils vont quand même sortir voir ce qui se passe parce qu'il n'y a plus d'attaque. Les ogres, on les a pas vus de toute la partie, donc pourquoi en parler? Ça ne sert à rien. Et tout ce petit monde permet, sans vent de magie, je tiens quand même à le préciser, cette accalmie des vents de magie permet de retrouver une certaine forme de civilisation, des petites poches civilisées parmi un océan de cadavres et de violence, parce que les Skaven sont partout, ils sont pas partis. Au sud, Cetra finit par reconquérir tant bien que mal reconquérir, façon de parler, reconstruire tant bien que mal ses armées, très très lentement, donc un petit truc. Neferata, qui était restée en Sylvanie, devient la souveraine de Sylvanie et devient une espèce de royaume indépendant de morts-vivants. Effectivement, comme le vent de la mort ne souffle plus tellement, c'est très difficile de maintenir les morts-vivants longtemps, donc elle a quelques serviteurs, mais ça va très lentement. Et à ce moment-là, vous avez une espèce de monde où des poches de gens civilisés essayent de survivre, n'ayant plus accès à une magie aussi forte qu'avant. Des découvertes technologiques se font. Alors je veux pas partir sur une idée de War Machine et autres, mais les nains et les humains ont quand même une technologie de vapeur qui est importante. Les Bretoniens retournent plus ou moins à ce qu'ils étaient avant, c'est une société relativement féodale avec l'élevage des chevaux, les chevaliers armurés, etc. Les elfes retournent à Tel-Lorraine pour finalement arriver à une espèce d'union elfique qui pour essayer de guérir cette forêt qui est malade. Vous avez les orques et gobelins qui sont toujours par bancs éparses et qui sont des orques et gobelins, je veux dire, c'est dans leur nature de foutre la merde et de taper sur tout ce qui bouge. Donc on continue dans cette idée-là. Vous avez les Skaven qui arrivent à faire des mutations grâce aux Malpierres de Lustrie, à maîtriser une certaine forme de magie et de technologie, de technomagie, on va dire ça comme ça. Les Nordiques de Nagaroth et des Désolations du Chaos se retrouvent, les troupes de Nordiques, etc. Toujours vénérant des dieux, cependant, la distance qu'il y a avec ces dieux du chaos fait qu'ils sont moins portés à vénérer Khorne, etc. Donc peut-être qu'il y a plein de petites divinités qui voient le jour. Tout ça aurait pu être une fin possible, qui aurait été envisageable et qui aurait permis d'avoir une suite à ce BG qui a été rayé de la carte par les scénaristes ou les auteurs qui ont écrit les bouquins. Ça, c'était ma vision personnelle de ce qui aurait pu se passer. Ce n'est pas le cas, c'est ma fanfiction à moi. Alors que vous soyez d'accord ou pas, voilà, partagez-le, dites-le, voilà. C'était grosso modo mon avis sur le fluff. Alors, synthèse rapide. En tant qu'amateur de fantasy, ça se laisse lire, c'est pas dégueu, mais ça casse pas trois pattes. En tant que réel fan du monde de Warhammer, c'est de la merde. Et je refuse je peux pas le refuser, je veux dire, j'ai pas le pouvoir de le faire. Mais moi, dans ma tête, j'ai une autre fin, j'ai un autre monde, j'ai un autre univers, et je ne suis pas du tout content de ce qui a été fait. Voilà. Ça, c'était pour le fluff. J'espère que si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à partager. Hein. Je suis toujours ouvert à la discussion, que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord avec ce que je dis. Il y a plein de choses.
Il ne faut pas hésiter à partager vos avis, que ce soit par email ou sous la vidéo. J'en profite également pour faire un petit peu de pub à un copain qui se lance dans les rapports de bataille vidéo. Il s'agit de MathCD. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Alors il se lance dans des rapports de bataille qui sont beaucoup plus analyse. C'est un joueur de tournoi, donc il y aura beaucoup plus d'analyse au niveau des règles, des mouvements, de la stratégie employée durant les batailles. C'est des rapports de bataille vidéo, ils sont bien faits, il se lance, encouragez-le. Allez sur sa chaîne, faites-lui des critiques constructives. Vraiment, essayez de, si ça vous intéresse toujours, hein, essayez de l'aider, parce que c'est pas facile, c'est des choses qui sont parfois longues, parfois difficiles, frustrantes, ça prend du temps, et comme tout travail mérite salaire, je dirais, et ça mérite vraiment d'être visionné. Donc allez voir, c'est la chaîne de MathCD, et c'est une chaîne que je trouve très bonne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté palabrer sur End of Time et son fluff. Je vous dis à bientôt pour potentiellement un rapport de bataille. Je sais pas encore comment ça va se faire, ni où, ni pourquoi, ni rien du tout. Mais on va essayer. Et évidemment, à partir du moment où la V9 va sortir, ou peut-être que Game Workshop nous réserve des surprises, à partir du moment où la V9 va sortir, eh ben, il y aura de toute façon une revue sur cette V9. Autant fluffy que règle, on verra bien ce que ça va nous donner. Et jusqu'à la prochaine vidéo, et bien que les dés soient avec vous.